Donc ça a été rectifié. Vous avez reçu un mail. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Autres? Non. C'est par le sujet le plus important de la soirée, donc aménagement du territoire, présentation du projet d'aménagement de la rue Flandre Dunkerque. Et je vais laisser la parole à Monsieur Leguet, donc d'Artelia, qui nous accompagne dans l'étude de ce projet. Voilà. Donc merci à vous de venir ce soir au conseil municipal pour nous le présenter. Bonsoir à tous. Est-ce qu'au niveau de l'écoute, c'est suffisant? Il faut que je parle plus fort? Et il y avait, excusez-moi, juste Jam, tu voulais faire une précision avant, je crois. Mets ton micro par contre. Avant que M. Leguet intervienne, je voudrais dire que Philippe, Eric et moi ont rencontré la directrice du Collège de l'Anglais, ainsi que la directrice de l'EHPAD, qui ont été enthousiasmés par le projet et qui n'avaient pas de remarques particulières sur le sujet. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Donc je laisse la parole à M. Leguet. Il y a eu quelques petites modifications à la marge en fait. Voilà. Mais c'est pas, ça remettait pas de manière structurelle, ça remettait pas en cause le projet de manière structurelle. Voilà. Donc là on arrive au projet après rencontre avec la principale du Collège de l'Anglais et la directrice de l'EHPAD de Saint-Hermine. Excusez-moi, monsieur Leguet. Pas de souci. Donc juste pour me présenter rapidement, je fais partie du bureau d'études Artelia, qui est un bureau d'études basé à Saint-Hilaire-de-Riez, donc sur la côte, pas très loin. La mission qui nous est confiée dans le cadre de ce projet, c'est une mission de maîtrise d'œuvre complète, c'est-à-dire qu'on va accompagner la collectivité dans la conception de l'aménagement, dans la définition du dossier de consultation des entreprises jusqu'à l'attribution des marchés de travaux, puis dans le suivi d'exécution des travaux. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à la fin, on va dire, de l'étape de conception, et où donc l'objet, c'est de vous présenter le projet tel qu'il est défini à ce stade et soumis à votre approbation. J'ai oublié de dire aussi autre chose qui n'a rien à voir. Si nous sommes à la salle polyvalente, c'est simplement parce qu'il y a une exposition d'histoire et patrimoine à la salle du Rez-Jardin. Voilà la raison. Mais on continuera bien à faire nos conseils municipaux salle du Rez-Jardin. Voilà. Donc la présentation va durer une petite quinzaine de minutes en abordant les points suivants. D'abord un rappel du contexte et puis du programme d'aménagement, la présentation du projet, un petit point technique sur quelques éléments de vigilance qui ont été pointés. Ensuite on parlera de coûts de travaux et donc d'investissement pour la collectivité. Et enfin on évoquera la question du planning. Pour rappeler l'emprise d'aménagement, donc l'objectif c'est d'aménager la rue Flandre Dunkerque depuis le giratoire de la RD 137 côté ouest jusqu'au parking qui se situe devant la salle des sports côté est. C'est important de noter que cette rue en fait elle dessert un tas d'équipements collectifs entre donc la maison, le foyer rural, le foyer logement pardon, l'EHPAD, la salle des fêtes où on se trouve ce soir, la piscine, le collège, la salle de sport, le stade de foot, donc une rue assez stratégique qui en termes de trafic reçoit en plus donc les bus qui assurent la desserte du collège avec un trafic qui est de l'ordre d'une douzaine de bus matin et soir. Voilà pour le contexte. La commande qui nous a été faite dans le cadre du projet, c'est de requalifier la voirie en cherchant à répondre aux objectifs suivants. Redimensionner la chaussée, puisqu'aujourd'hui on a une voirie qui est très large et où on a un peu de mal à se situer en tant qu'usager, notamment quand on est en voiture. D'améliorer la sécurité des usagers, et bien de tous les usagers, en particulier les cycles et les piétons, et en premier lieu les collégiens qui se rendent le matin et le soir dans l'établissement. Et enfin, d'organiser le stationnement en lien avec les enjeux d'activité du collège, principalement de façon quotidienne, mais également avec les autres activités des autres équipements publics, tels que la salle des fêtes où on se trouve. Et enfin, un enjeu un peu technique sur finalement la voirie aussi dans sa structure, puisque à partir du moment où on va redéfinir le tracé de la voie, on va être amené à faire des travaux un peu de renforcement pour la pérennité de l'aménagement. Voilà.
Pour ce qui est du projet en lui-même, donc alors c'est pas très visible pour vous à l'écran ici, mais en fait l'idée c'est qu'on a séparé l'idée de l'aménagement en deux, tout simplement parce que c'était plus facile à présenter à cette échelle-là, d'une part, et puis surtout parce que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes des deux côtés. Du côté est, donc je vais dire entre le giratoire de l'RD 137 et la voie qui dessert le parking de la salle des fêtes, on est sur une première section où, excusez-moi, on a un certain type d'enjeu, mais sans enjeu de stationnement propre au bus. Alors que sur la partie est, côté collège, c'est là qu'on va retrouver toutes ces suggestions importantes de stationnement, que ce soit donc pour les parents qui viennent matin et soir assurer la dépose des enfants, mais également et surtout pour les bus, sachant que la demande qui a été faite par les services de transport, c'est de pouvoir disposer de 10 stationnements pour bus de façon simultanée. Aujourd'hui, vous devez avoir une capacité qui est limitée à 9, voire 8. Ça se passe un peu comme ça peut en vérité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au niveau des présentations, on a d'abord une première section sur la partie est, où là en fait on a remis l'image de l'existant et on vient superposer l'aménagement dessus. Alors concrètement, quelle est l'idée proposée? C'est que aujourd'hui vous avez une chaussée qui fait 6 mètres de large à peu près, et puis on trouve une bande de stationnement longitudinale tout du long. Je vais passer sur la coupe, ce sera peut-être plus clair. Je sais pas, encore une fois, c'est dommage, mais à cette échelle-là, c'est pas facile à lire. L'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on a un caractère qui est très rectiligne sur cette voie, ce qui fait que ça peut conduire à avoir des vitesses un peu importantes, et on a une chaussée qui est très large. En fait, on a l'impression que la chaussée est très large parce qu'il n'y a pas de délimitation entre la bande de stationnement et la bande de roulement. Donc l'idée qui est proposée ici dans un premier temps, si on regarde que la chaussée, c'est finalement de mieux délimiter les stationnements. Et au lieu de les positionner côté sud comme ils étaient aujourd'hui, on vient les positionner côté nord, ce qui en même temps aura un effet de déviation de la trajectoire de la chaussée. Et donc ça va casser le côté linéaire et donc conduire à avoir un comportement un peu plus adapté en termes de vitesse. Et ensuite, l'autre élément important, c'est par rapport donc, à la circulation des cycles et des piétons. L'une des demandes, l'un des enjeux et l'une des demandes, c'était de pouvoir sécuriser les cheminements piétons et vélos des collégiens. Et donc dans cette proposition, en fait, ce cheminement, il se fait de façon dissociée de la voirie principale, donc de façon complètement sécurisée. Et ça correspond en fait à la bande orangée que vous voyez sur le plan, où on vient créer une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, on vient créer une voie mixte qui fait 3 mètres de large et qui permet donc de recevoir ces flux des enfants aussi bien en vélo qu'à pied. Voilà. Donc ça, c'est le principe d'aménagement sur la première section. Ce qu'on va retrouver sur le plan, là, avec des espèces de croisillons sur la chaussée, en partie droite, ça représente un plateau surélevé. Je ne sais pas s'il est visible, si vous l'identifiez tous bien. L'idée, c'est que, encore une fois, pour éviter des reprises de vitesse sur cet axe qui aujourd'hui est très linéaire, on vient créer ce plateau en fait à peu près à mi-chemin entre le collège et le giratoire, pour justement maintenir des vitesses adaptées à la sécurité de tous. Alors sur cette coupe-là, ça synthétise ce que j'ai essayé de vous dire. En fait, vous avez sur la première coupe transversale la situation existante, avec donc à gauche la haie qui donne la limite du foyer logement de l'EHPAD. Et puis à droite, donc, on se dirige du côté du parking de la salle des fêtes. Alors encore une fois, je suis désolé, à cette échelle-là, à l'écran, c'est peut-être pas forcément très visible pour vous. Mais en fait, ce qui est important de noter, c'est le décalage. Si on prend l'emprise de chaussée, donc entre la haie et le lampadaire, grosso modo, sur l'existant, aujourd'hui, vous avez la chaussée qui est au milieu et le parking, le stationnement longitudinal qui est à droite. Et comme je vous disais, ce stationnement longitudinal, on vient le mettre à gauche. Et puis par contre, ensuite, on vient recréer derrière la ligne d'espace vert marquée par les lampadaires, qui marque la limite entre la chaussée et le grand parking qui est devant la salle des fêtes. C'est là qu'on vient intégrer le cheminement sécurisé pour les vélos et les piétons. Voilà. Sur la deuxième partie, donc là on se retrouve dans la zone devant le collège et la salle des sports. Donc aujourd'hui le fonctionnement est le suivant. On a un stationnement qui se fait aussi bien des bus que des véhicules légers, des parents qui viennent à la dépose, qui s'effectuent sur les côtés gauche et droit de la chaussée principale, de façon à mon sens sans doute un peu désordonnée, avec sans doute des problèmes de sécurité à un certain moment.
On n'a pas spécialement de cheminement vraiment sécurisé pour les enfants qui doivent se rendre aussi bien vers les véhicules des parents qu'aux accès bus. Et comme la voie constitue une impasse, puisque le chemin de l'Anglais n'a pas de débouché et que les bus ne sont pas redirigés vers le centre-ville, les bus sont obligés, donc au droit de la salle des sports, de faire un demi-tour via un pseudo-giratoire qui a été aménagé de façon assez récente, mais du coup de façon un peu sommaire, mais pour répondre à ce besoin de retournement des bus. Dans l'aménagement qui est proposé, l'idée c'est en fait de redéfinir de façon un peu plus précise l'espace dédié à chacun. Donc dans un premier temps, l'espace dédié au stationnement des bus, encore une fois avec une commande de 10 stationnements de par les besoins du collège. Donc c'est ce que vous allez retrouver si vous arrivez à voir les croisillons sur l'écran. Hein. Alors si je peux pas pointer, et alors là je fais appel à vos services techniques éventuellement, mais et j'ai pas de pointeur. Ouais. En fait, on retrouve, quand on part du collège, on a tout ce qui est en bleu, ça représente les trottoirs. Donc tout ce qui est en bleu, c'est les cheminements piétons propres. Donc on en a de la sortie du collège. On a ensuite des traversées sécurisées qui vont soit vers d'autres zones bleues, donc d'autres trottoirs, soit vers la zone toujours orangée qui représente la zone de cheminement mixte pour les vélos et les piétons. Vous avez en gris plus foncé, ça représente la chaussée principale. Et vous avez entre les deux des zones grises plus claires, voire blanches, qui correspondent à des zones de stationnement. Dans ces zones de stationnement, il y en a de deux types. Il y a celles qui sont dédiées aux véhicules légers, donc pour les parents, parce que c'est aussi un enjeu que d'avoir des stationnements pour permettre la dépose des enfants. Donc là, on retrouve globalement sur l'aménagement à peu près 25 places, sachant qu'on est de toute façon à proximité immédiate des parkings principaux qui se situent à côté de la salle des fêtes. Et puis ensuite, donc, vous retrouvez toujours dans ces zones grises-blanches, mais avec un croisillon jaune. Alors, encore une fois, c'est pas facile à voir d'ici. En fait, les deux bandes sur la rue principale avec ces croisillons, ça représente les zones de stationnement des bus avec encore une fois une capacité de 10 places. Voilà. Donc dans ce système-là, les bus qui arrivent de la gauche peuvent soit, une fois qu'ils ont franchi le plateau surélevé, soit se stationner directement sur les premiers espaces dédiés, soit ils continuent, ils font le tour du pseudo-giratoire et en revenant vers la redescente devant le collège, ils retrouvent de nouveaux stationnements. Donc c'est un principe d'aménagement qui permet à la fois donc, de conserver la fluidité par rapport au mouvement des bus, de façon de sécuriser les cheminements des cycles et des piétons, et puis de retrouver un niveau de stationnement qui est à peu près équivalent, y compris pour les véhicules légers, à ce qui existe aujourd'hui. Voilà. Monsieur Leguet, tout le monde avait reçu le diaporama en amont. D'accord. Donc ça permet quand même de visualiser. On retrouve sur la coupe ce que j'ai expliqué ici avant. Alors je ne vais pas m'attarder si ce n'est sur un petit point de détail qui est là la coupe se situe au droit du stade de foot où en fait pour permettre d'avoir un cheminement sécurisé accolé à la zone de stationnement des bus côté sud, on est obligé d'élargir la voirie. Donc pour élargir la voirie, on vient empiéter un petit peu sur le stade de foot. Donc il y a un petit élargissement qui se fait sur à peu près 1,50 m pour créer le trottoir et puis sur 3 mètres pour créer la bande cyclable. Et comme on a une petite dénivelée à gérer entre la rue et le stade de foot, là il y aura un petit muret de soutènement. Et le pare-ballon existant qui aujourd'hui se situe au niveau des lampadaires existants va être repositionné au droit de ce petit muret. Voilà. Ça c'est un petit point de détail. Sachant que les dimensions du stade resteront conformes aux normes techniques. Je vais passer rapidement sur des éléments techniques parce que je ne pense pas que ça mérite de s'y attarder plus. Juste pour dire qu'on a vérifié quand même tout ce qui est... C'est une question évidente, mais je préfère dire qu'elle a été vue. C'est-à-dire qu'avant de refaire la voirie principale, on s'assure que tous les réseaux sont en bon état, tout simplement. Et de ce côté-là, donc l'assainissement d'eau usée a été fait l'an dernier. Dans le cadre du projet, on va remettre à neuf le réseau d'eau pluviale, qui est très limité aujourd'hui sur le secteur. Au niveau de l'eau potable, il n'y avait pas de besoin de particulier. Au niveau de l'éclairage et de l'électricité, il y aura une coordination puisque de par la nouvelle implantation de la voirie, il y aura quelques candélabres à repositionner. Donc ça, c'est en coordination avec le CILEV. Et puis au droit de la salle des sports chemin de l'Anglais,
L'effacement n'avait pas été totalement achevé, donc aujourd'hui la demande a été faite auprès du SIDEF pour que les 2 supports qui restent en aérien soient effacés en même temps. Voilà. Un autre élément qui a été pris en compte, c'est que vous avez également aujourd'hui un projet d'implantation d'une nouvelle école. Donc les 2 projets ne sont pas en stade d'avancement, il y a sans doute une urgence au niveau du collège, mais de la même manière, d'une part, on s'est posé la question de l'anticipation de la future desserte en termes de réseau, c'est-à-dire qu'avec les concessionnaires, s'il faut faire des amorces de branchement ou la pose de fourreaux, on est en discussion avec eux pour que ce soit anticipé. Et donc, il n'y aura pas à venir recasser les aménagements qui auront été faits, quoi. Voilà. Après, c'est un point un peu technique, juste pour dire que, comme ça se passe souvent, hein, les structures de chaussée sur des voiries communales anciennes, elles sont rarement conformes à ce que diraient les guides optimum tels qu'on peut les lire dans l'administration. Si on devait refaire une chaussée complètement dimensionnée suivant les normes absolues, ça vous coûterait un budget tel que c'est même pas concevable. Donc là, en fait, ce qu'on explique dans ce chapitre-là, c'est simplement qu'on vous propose un aménagement où, pour faire des économies, finalement, plutôt que de venir casser la chaussée, et donc la structure qui existe, on va venir agir en renforcement par-dessus. Voilà. Et dans les zones où on va créer des élargissements, là, forcément, on va remettre de la structure complète et adaptée. Bon. Je passe assez vite là-dessus. Si vous avez des questions plus techniques là-dessus, vous pouvez me solliciter plus tard, il n'y a pas de souci. Pas forcément dans le cas de la réunion d'ailleurs, mais en termes de coûts de travaux, alors c'est pareil, c'est un peu petit à cette échelle-là, mais on arrive sur un projet qui globalement est évalué à 405 000 € hors taxe. Donc ce montant de 405 000 €, ça correspond aux travaux de voirie et d'assainissement d'eau pluviale. Ça ne comprend pas les travaux d'intervention sur l'éclairage et les réseaux électriques pour lesquels on est en attente des devis de la part du SIDEF. Mais c'est des montants qui resteront somme toute mesurés du fait que le nombre de candélabres impactés, il doit être de 3 ou 4, et puis l'effacement sur les 2 supports manquants, il est de l'ordre de 50 mètres, donc ça va pas monter très fort. Bon, maintenant je ne vais pas annoncer de chiffre, j'attends que le SIDEF vous ait transmis les devis complémentaires pour compléter votre budget. Voilà. Et enfin, en termes de planning, donc aujourd'hui, le projet vous est soumis à l'approbation du conseil municipal. L'idée, c'était qu'en fait, dans la foulée de cette approbation, le dossier de consultation des entreprises soit finalisé et la consultation lancée de façon à obtenir des résultats d'appel d'offres au cours du mois de février, ce qui vous permettrait en fait d'avoir des chiffres définitifs pour le bouclage de vos budgets qui se votent au mois de mars. C'était ça l'idée dans le... Alors, à moins que ça ait changé. Le budget chez nous, il se vote au mois de décembre. D'accord, donc ce sera trop tard quand même. Mais après, ceci étant, on le voit d'ailleurs à travers la présentation de l'étude. Alors autant pour moi, je croyais qu'il avait été envoyé à tout le monde, mais en fait non. Donc j'ai dit une bêtise, je reconnais. Ceci étant, par rapport au chiffrage, on a quand même quelque chose d'assez précis. Bien sûr. Ça ne nous empêche pas de mettre quand même une ligne budgétaire là, dans le budget du mois de décembre et de continuer et d'avancer en fait, tout simplement. On ne se retrouve pas juste à avoir 3-4 chiffres sur un bout de table, quoi. Non, c'est sûr que la marge d'incertitude qui existe en général entre les estimations qu'on peut faire dans le cadre de nos études et puis les résultats d'appel d'offres, quand l'étude est bien faite, ce que j'espère, la marge elle est entre 5 et 10% maxi, quoi. C'est l'ajustement lié au contexte au moment de l'appel d'offres et puis à l'opportunité des entreprises à présenter des offres plus ou moins favorables. Bon. Tout ça pour finir sur la question du planning où l'objectif en fait c'est vraiment que les aménagements soient réalisés avant la prochaine rentrée scolaire de septembre 2022, donc avec des aménagements qui s'étalonneront au second trimestre 2022, on va dire mai, juin, juillet, quoi. Hein, à préciser avec l'entreprise une fois qu'elle sera retenue et en coordination avec le SIDEF en fonction de l'étendue des travaux qu'ils auront à réaliser. Voilà. Merci de votre attention. Je vous remercie pour cette présentation. Je vous laisse la parole pour les questions. Simplement, la partie technique concernant la section numéro 2, collège, l'espace du collège à la salle des sports. Voilà. Je m'interrogeais sur la circulation des cars devant ce collège.
Donc, si je comprends, les cars vont arriver donc, et vont contourner le rond-point, qui n'est pas tout à fait un rond, mais voilà, pour se positionner devant le collège. C'est dans ce sens-là que ça fonctionnera? Alors en fait, il y a deux zones de stationnement, comme vous voyez. Oui, tout à fait. Il y a celle qui est juste devant le collège, où en effet, pour y accéder, donc les bus qui arrivent de la gauche font le tour du pseudo-giratoire pour venir se positionner devant le collège. Mais il y a aussi la première zone de stationnement qui est située à gauche, juste après le plateau surélevé. Est-ce que cette zone est réservée aussi pour les cars à ce moment? Tout à fait, parce que c'était la seule façon de répondre aux besoins de 10 places tels qu'identifiés par le transporteur. Et puis de limiter aussi, on a demandé à limiter aussi les placements. C'est-à-dire que l'enfant descend du car, il descend au collège, et puis il faut quand même se rappeler qu'il y a le centre de loisirs qui n'est pas loin. Hein. Donc du coup, ça limite les déplacements. Là où il y a un changement net, mais assumé, c'est par rapport aux voitures. Clairement, les voitures, l'essentiel, c'est au niveau de la salle polyvalente. Alors je sais qu'il y en a qui vont râler, parce que la voiture ne sera pas devant le collège, mais c'est la sécurité des enfants d'abord. Voilà. Et donc, l'autre aspect, est-ce que les cars vont pouvoir contourner cette partie plus étroite de ce giratoire? Oui, alors c'est la question la plus pertinente qui était à poser, évidemment. Pour faire ça, nous on a des logiciels qui nous permettent de simuler les mouvements de bus. Mais comme je dis toujours, et comme je l'ai dit à certains de vos collègues en réunion, un pilote de bus, c'est pas un pilote d'ordinateur. Donc de toute façon, au moment où on fera les travaux, avant de finaliser l'implantation définitive, on fera un essai en situation réelle avec les bus. D'autant qu'il y a une évolution du matériel. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, les bus font en moyenne 12 mètres. Et Sauvé-Tours est en achat de nouveaux bus qui sont plus longs, qui font 13,50 mètres. Tout à fait. Donc ça, c'est une donnée dont on a tenu compte à la fois dans le dimensionnement des places pour le stationnement et également dans la configuration du pseudo-giratoire. Et si vous regardez bien, notamment la pointe sud du pseudo-giratoire, j'ai toute une zone bleue là, oui, qui en fait potentiellement peut être franchissable pour les bus si nécessaire. D'accord. Voilà. Et sinon, de toute façon, on a dimensionné l'ouvrage en tenant compte en fait de ce que sont les gabarits types de giratoire, hein, avec un rayon extérieur de 15 mètres, une bande de roulement de 7 mètres, etc. Enfin, les caractéristiques usuelles de ce type d'aménagement. Mais oui, évidemment, c'est un point dont on s'est assuré. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement on s'en a assuré sur un plan théorique par rapport au dessin, mais de toute façon, on fera une simulation en situation réelle avant finalisation de l'aménagement. Merci. Moi, j'avais une question par rapport au cheminement mixte vélo-piéton. Là, c'est je sais pas, c'est bon le terme, mais c'est en goudron aussi ou c'est un revêtement? Alors, au niveau des revêtements, tout ce qui est bleu et gris, c'est de l'enrobé classique, je veux dire de couleur gris ou noir, enfin gris-noir. Sur la partie qui est représentée en beige, c'est parce qu'en fait, ce sera en enrobé beige pour justement clairement identifier ce cheminement, notamment pour les enfants. Et puis, il y a aussi parce que parfois tu peux avoir des revêtements moitié sablés, mais le problème c'est que l'herbe pousse tout le temps et c'est juste pas pratique du tout pour les usagers. On en a un exemple quand tu vas en direction de Fontenay, quoi, qui est pas sur la commune de Saint-Hermine. Ouais, et c'est pas possible d'avoir ça parce que pour les vélos par exemple, les piétons à la rigueur c'est pas encore le faire, mais pour les vélos c'est pas pratique, quoi. Oui, alors moi je trouve que c'est un très beau projet. Je suis très contente de voir que les véhicules légers n'iront plus jusqu'au collège, parce qu'il y avait énormément de problèmes dans ce secteur-là. J'avais une interrogation, mais vous y avez partiellement répondu concernant la future école, puisqu'il faudra créer là aussi des stationnements et puis certainement une voirie pour arriver à cette future école. Donc voilà, vous avez pensé à ce problème-là. Donc, oui, vas-y. Et du coup, mais là, en fait, tous ces terrains, c'est communal. Pour la future école, il y a forcément une réflexion à avoir. Je sais pas si vous pouvez mettre le plan. Si vous regardez en fait la partie haute du parking de la salle polyvalente actuelle, ou finalement qui va desservir directement la future école. Après, au droit, il y a quand même
au niveau angle droit, vous avez une autre route qui passe entre le centre de loisirs et la salle de sport. Et là, on est sur le domaine intercommunal. Et là, il y a forcément qu'il y a une interrogation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a forcément une réflexion sur l'utilisation par les cars. Ceci étant, ça n'enlève pas la pertinence du projet initial, mais il faudra forcément que je pense que ce faudra compléter avec cette nouvelle école. Mais là, je ne peux pas parler à la place de la communauté de communes parce que là, on est sur le terrain intercommunal. Après, je ne vois pas bien pourquoi il y aura des soucis. Déjà qu'on est dans une mutualisation du centre de loisirs, puis finalement, c'est l'intérêt de tout le monde d'avoir cette sécurisation de l'espace. Mais oui, non, tu as raison d'aborder cette question. Il y a d'autres questions? Vous aurez donc du coup le diaporama demain matin dans votre boîte mail. Voilà. Jean-Michel, quelle heure? Non, mais vous l'aurez demain matin. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non. Jam et Eric, qu'est-ce que vous voulez compléter? Rien de spécial à rajouter. On a travaillé beaucoup là-dessus. Et puis je pense qu'il y a consensus au sein déjà de notre groupe. Hein, et puis avec le collège, parce que c'est normal, ils avaient leur mot à dire. L'EHPAD également. Donc non. Enfin, après, évidemment, avec la future école, il y aura sûrement certains aménagements supplémentaires à apporter, mais ça sera dans un autre temps et ça n'abîmera pas ce qui aura été fait surtout. Après, au niveau chronologique, c'est extrêmement important de commencer par ces travaux-là, la rue Flandre Dunkerque, parce que derrière, je rappelle, hein, ça va quand même pas mal chamboulé l'espace entre les travaux, la nouvelle salle de danse, gym, yoga, le terrain de foot qui va disparaître en partie avec un nouveau plateau, l'école. Donc forcément, on peut décemment pas faire des travaux de ce type-là sans repenser la sécurité, ou alors c'est de l'inconscience là pour le coup. Alors oui, c'est vrai, ça a un coût. On arrive à 500 000 €. Mais en même temps, c'est un projet qui est... c'est quelque chose dont on en parle depuis longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... est-ce qu'il y a des remarques particulières? On passe au vote. Donc je soumets au vote ce projet. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie de l'unanimité pour ce projet, pour la sécurité des jeunes en particulier. Monsieur Leguet, je vous remercie. Franchement, bravo. Merci à vous et bonne fin de soirée. Voilà. Je vais vous faire venir à chaque fois que j'aurai une délibération, comme ça sera à chaque fois l'unanimité, monsieur Leguet. C'est assez souvent l'unanimité. Vous n'êtes pas obligé de venir à chaque réunion. Donc on va passer... Non, mais je dis ça en rigolant, bien entendu. En plus, le prochain conseil, on aura l'occasion de mettre ça à l'épreuve, ce sera le budget. Voilà, je suis taquin. Donc, cession d'un chemin, donc point numéro 2, cession d'un chemin rural désaffecté, limitrophe. Attendez, je pose mon verre pour éviter d'en mettre partout. Donc, cession d'un chemin rural désaffecté, limitrophe de la commune de Saint-Jean-de-Beugnier à la communauté de communes. Alors, c'est une régularisation en fait. C'est lié à une entreprise qui arrive finalement sur le Vendéopole, qui est déjà présente, mais qui va s'étendre. Et son implantation, il y a 2 parcelles et au milieu, vous avez en fait un chemin rural, mais en fait qui n'existe plus. Il n'y a plus de chemin. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été régularisé. Il y a eu une délibération, en fait, pour être très précis, le 13 novembre 2007, qui portait déclassement et cession au syndicat mixte du Vendéopole d'une voie communale appelée chemin rural intercommunal de la Coudray à l'Épinasse, au motif de l'intérêt que représentait cette voie pour le développement économique du Vendéopole. En gros, elle était en plein milieu d'une parcelle et c'était gênant, quoi. En raison de l'existence d'un projet économique nécessitant la cession d'une portion de ce chemin,
Il a été constaté que le déclassement de la voie au titre de l'article du Code de la voirie routière a été pris en compte puisque ce chemin n'apparaît pas dans le tableau des voiries communales. Toutefois, la cession n'a pas été réalisée. Donc c'est ce que nous allons faire ce soir. Conformément à la législation, le domaine a été consulté, estime la valeur de la parcelle en attente. Donc la délibération de 2007 prévoyait une cession à titre gracieux. Il est donc proposé de céder cette voie d'une surface d'environ 22 arts à la communauté de communes de Sud-Vendée Littoral pour l'euro symbolique. En sachant qu'en plus, toutes les entreprises du Vendée au pôle, il y a quand même les contributions et la CFE, il y a une partie quand même qui revient à la mairie, donc elle est largement payée. Voilà. Donc je pense qu'on peut faire, on peut céder ce chemin pour l'euro symbolique. Voilà. Pas de questions particulières? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Modification de la délibération de cession d'une parcelle rue René Caillé. Donc là, il y a eu un problème de métrage en fait. Il y a 6 mètres carrés d'écart entre la délibération et puis ce qui a été fait. Donc on a délibéré le 9 décembre 2020. Donc on approuvait il y a la majorité, donc des élus avaient approuvé la majorité de la cession d'une parcelle du domaine privé de la commune au profit de M. Lièvre, qui souhaitait faire acquisition de parcelles afin de permettre de rendre accessible et constructible la parcelle AC201 d'une surface de 1010 m². À la suite de la réalisation du document d'arpentage, il est constaté un écart de 6 m² entre la délibération du 9 décembre 2020 et le bornage réalisé. Il convient donc de modifier la délibération de la manière suivante. Il convient d'approuver la cession des parcelles AC 769, 773, 774 et 770 d'une surface de 107 m² et non 101 m². Le prix des domaines, c'est toujours 35,83 €, ce qui fait un total de 3 833,81 €. Je précise que le bornage et la division parcellaire sont à la charge de l'acquéreur. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Enfin, d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Les oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Demande de subvention classe découverte. Je laisse la parole à Céline Ringard. Je veux juste préciser que cette subvention va aux deux écoles, école publique et école Sainte-Marie. On n'a pas le dossier de l'école du Prévert, on l'a pas reçu, mais ça va venir d'ici peu, donc ça passera au prochain conseil. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Céline va parler finalement. Hein? Ah oui, et puis il faut que Virginie Brunet sorte. Excuse-moi. Excuse-moi Philippe, je voulais juste intervenir pour si Bernard pouvait nous faire quelque chose avec la clim, parce qu'on reçoit que de l'air froid et... Bernard, s'il te plaît, réchauffe l'ambiance. Mets-nous le feu. Céline. Je peux y aller ? Oui, donc voilà, c'était juste pour vous dire que là, il n'y a que la subvention de l'école Sainte-Marie, c'est qu'on est en attente du dossier de l'école du Prévert, et que là, ça fait quand même un peu de temps qu'on a le dossier de l'école Sainte-Marie, et qu'à un moment donné, il faut qu'on le passe, parce que ça, à force, on va finir par faire des bêtises. Oui, allez, vas-y. C'est bon ? Donc, monsieur le maire informe le conseil municipal de la demande des écoles de la commune de participer au coût de classe découverte pour 2022. Il est rappelé au conseil municipal la délibération globale du 6 février 2019 fixant les modalités de prise en charge de la commune. J'enlève mon masque. Pardon, je recommence. Donc nous informons le conseil municipal de la demande des écoles de la commune de participer au coût de la classe découverte pour 2022. Nous rappelons au conseil municipal la délibération globale du 6 février 2019 fixant les modalités de prise en charge de la commune aux frais des sorties scolaires des écoles de Saint-Hermine. Dans le cadre des sorties sur une journée de fin d'année, la commune prend en charge le coût du transport. Le reste, animation, visite sur place, etc., relève de l'école, pratique utilisée ces dernières années. Dans le cadre des classes découvertes organisées sur plusieurs jours, une subvention de la commune peut être versée à hauteur de 30 € par enfant. La subvention proposée est de 4 800 €.
Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Non, c'est très bien, mais est-ce qu'on sait à combien revient le séjour dans sa totalité? Après, on l'a pas là. On vous le transmettra par mail. Là, c'est autant l'enseignant que le maire qui parle. C'est toujours compliqué, là, les déplacements. Même Catherine, tu es dans un collège, donc tu sais bien comment ça se passe. On s'est fixé donc un cadre pour aider, donc net forfaitaire finalement par élève. L'objectif finalement c'est de faciliter, et c'est le rôle aussi de la collectivité de faciliter et de permettre aux jeunes de s'ouvrir. Et on s'ouvre aussi en voyageant et en allant en dehors. Alors c'est très bien Saint-Hermine, j'adore Saint-Hermine, j'adore la Vendée, mais c'est bien aussi d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Après pour le total, ce que l'on fera c'est qu'on vous le donnera demain. Michel vous transmettra en même temps que le diaporama à 10h00. Non, puis comme on n'a pas Internet, je peux pas vous le dire. Puis je voudrais pas dire de faux chiffres, donc je peux pas du tout répondre à la question, je suis désolée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Patricia. C'est la première année que l'école privée demande une subvention pour les sorties scolaires? Non, il y a déjà eu. Après, ce qu'il y a, c'est que là, on se retrouve dans... Mais c'est un peu général dans le milieu scolaire. C'est qu'avec la Covid, c'est extrêmement compliqué de faire des déplacements. Ne serait-ce que parce que il y a le côté passe sanitaire et tout le monde n'a pas. Et donc, quand tu vas visiter un musée, par exemple, c'est compliqué. Voilà. Oui, je suis d'accord pour le fait de faire voyager les enfants et les jeunes en particulier, enfin la jeunesse. Hein. Tout le monde devrait pouvoir voyager et du coup, effectivement, les voyages scolaires, c'est une les premiers voyages que certains ont l'occasion de faire. Donc, effectivement, Ouais, et puis même parfois quand tu parles avec des gens qui ont une trentaine ou une quarantaine d'années, parfois c'est presque le seul voyage qu'ils ont fait. Ouais. C'est les voyages au collège, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc c'est important, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et maintenant que Bernard a remis de l'air chaud, il va pouvoir présenter le 5e point, avenant travaux de la piscine. Virginie revient. Oui, donc nous allons parler de 2 avenants concernant le chantier de la piscine. Et ensuite, je vous parlerai de l'évolution des chantiers, des 2 gros chantiers qu'on a actuellement, la piscine et la médiathèque. Donc concernant la piscine, on a un premier avenant. Donc un devis a été effectué par le titulaire du lot numéro 1, démolition et terrassement, l'entreprise Guyonnet TP, et validé par le maître d'œuvre Aqua Loisirs concernant des travaux complémentaires de dépose de plage et création d'une canalisation de gaz en régulation qui ne pouvait figurer dans le marché initial, l'état du réseau souterrain n'étant pas en mesure d'être diagnostiqué. Donc ce premier avenant est d'un montant de 2 370 € hors taxe, soit 2 844 € toute taxe. Est-ce qu'on vote les 2 avenants en même temps ou un par un? Un par un. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Non? Des oppositions? Des abstentions? Donc, je vous remercie. Deuxième avenant. Donc le deuxième avenant est proposé également au profit du titulaire lot numéro 2, l'entreprise SARL Rentière Bâtiment, et validé par le maître d'œuvre Aqua Loisirs concernant des reprises de caniveaux et de têtes de goulotte sur bassin, d'un montant de 6 455,08 € hors taxe, soit 7 746,10 € TTC. Non, c'est ça. Je donnerai des explications après ou pendant, c'est comme vous voulez. Mais apparemment, vous êtes d'accord, donc...
Non, c'est ma faute. J'ai lu le TTC, c'est pour ça. Et leur taxe, je ne voyais pas le bon chiffre. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, oui, je continue. Je donne des explications. Ah bah oui, donne des explications. Voilà. Donc je rappelle que nous en sommes au 4e avenant. On a déjà voté 2 avenants lors du conseil municipal du 5 octobre. Un avenant plus 5 782,20 € et un avenant moins de 21 971,87 €. Donc si on fait le point de ces 4 avenants, nous en sommes à moins 4 666,31 € hors taxe, sur un montant total de 479 611,69 €. Ok. Je te remercie pour ces précisions. Ouais, et maintenant je vais aller chanter. Eh ben vas-y. Tu me diras. Ah ben, voilà, je ferai ça. Alors, en ce qui concerne, là j'ai plus besoin de lire, en ce qui concerne l'évolution des chantiers, concernant le chantier de la piscine, il y a eu du retard de prix par rapport aux conditions météo. Donc les plages vont être finies demain soir. On avait réunion de chantier cet après-midi. Quant au bassin, ils vont commencer les travaux samedi matin. Ils vont travailler tout le week-end. C'est une entreprise qui vient de Monaco, je rappelle. Et ils vont même travailler la nuit. Donc juste pour vous indiquer que si vous voyez de la lumière, ne m'appelez pas, c'est pas la peine. Vous serez gentil. C'est qu'il y a des gens qui travaillent. En fait, ils vont travailler très tard, ils vont commencer très tôt, enfin, à condition que les conditions justement climatiques soient favorables. Le chantier devait se terminer semaine 44, donc on a pris quand même pas mal de retard. On peut penser que la livraison du chantier par lui-même, puisque je vous parlerai d'une partie qui est hors marché, on peut penser qu'à la fin de l'année, le chantier, tel qu'il a été voté, tout du moins, sera terminé. En ce qui concerne la partie qui est hors marché, donc ça concerne la palissade qui est tout autour. Nous avons fait faire des devis à un paysagiste herminois, pardon. Nous attendons les devis. Pardon. Et en plus de ça, on va régler le problème du ravalement de façade, parce qu'on conçoit mal d'avoir un outil tout neuf et de conserver le bâtiment tel qu'il est. Donc ça, on travaille dessus. Il y a des grandes chances que ça se fasse en régie, mais ça serait opportun de refaire le ravalement de ce bâtiment. Donc on peut penser, et on a déjà travaillé dessus ce matin justement, que la piscine pourrait être ouverte autour du début mai. Donc du coup, c'est dans les temps. Ah oui, et par conséquent, ça confirme l'idée qu'il valait mieux fermer la piscine sur un temps, enfin l'été dernier, et prendre le temps de faire les travaux, parce que de toute façon, c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des imprévus qui font que les travaux durent dans le temps. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? On va passer au point suivant. Ah non, t'as pas fini? Tu me laisses le micro, voilà. Donc je voudrais parler de la médiathèque. En ce qui concerne la médiathèque, le chantier suit son cours. Vous avez eu à voter un avenant, parce que, à la différence de la piscine où on restaure, donc d'où le nombre d'avenants, il peut y avoir des surprises. Et la médiathèque, on a vidé complètement le Crédit Agricole, l'ancienne agence bancaire, et on fait que du neuf. Donc il y a beaucoup moins de surprises. On en a eu notamment, d'où l'avenant que vous avez voté, concernant la chape qui n'était pas solide, qu'il a fallu casser. Nous aurons à voter peut-être un autre avenant concernant évidemment la réfection de la chape. Mais le chantier là aussi suit son cours. On peut penser là aussi que la livraison pourrait se faire au premier trimestre 2022. J'ai constitué un groupe de travail auprès donc des salariés de la bibliothèque actuelle, plus des bénévoles, pour justement travailler sur le mobilier, parce que le mobilier était hors marché. Donc nous sommes allés visiter 3 bibliothèques, à Benay, à Xanton-Chassenon et à Bouillé-Courdeau.
où ils ont discuté avec les salariés et les bénévoles de là-bas. Ils ont constitué un avis, ils ont pris un avis un petit peu sur le mobilier existant. Donc on a réunion demain avec ces personnes-là et l'architecte de la bibliothèque pour qu'on puisse travailler sur ce lot-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire cette fois-ci. Je te remercie. En fait, l'inauguration de la nouvelle bibliothèque, en gros, l'idée, c'est de la faire à la rentrée 2022. Hein. En plus, ça a du sens. Ça sera la rentrée des rentrées scolaires. Enfin, ça peut être. Et puis là, on sera sûr que ça sera bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, on a voté les avenants. On passe au point suivant. Donc, convention SIDEF, deuxième tranche du lotissement Les Coteaux du Magny 2. Donc l'idée en fait c'est de commercialiser les parcelles de la deuxième tranche du lotissement au printemps prochain parce que il ne reste plus qu'une parcelle dans la première tranche tout simplement, donc il n'y en a plus à vendre. Donc je présente au conseil municipal donc, ce projet de convention donc, du SIDEV concernant les travaux de viabilité pour la partie électrique de la deuxième tranche du lotissement Les Coteaux du Magny 2. Et pour le dossier de travaux de viabilité électrique du lotissement Les Coteaux du Magny 2, le montant de la participation communale est de 37 277 € pour un montant total de travaux de 51 276 €. Le reste étant pris en charge par le SIDEV. Et une prochaine convention sera validée dans les prochains mois pour la mise en place de l'éclairage public dont le montant estimatif serait de 13 189 €. Donc je vous demande de statuer sur cette proposition. Et avant, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite c'est Jean-Michel. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Normalement vous avez reçu le tableau. Hein. Oui. Là pour le coup, oui, là, je ne me trompe pas. Donc vous verrez, c'est des petites sommes. Hein. Parfois c'est des centimes d'euros. Et il y a une grosse somme, mais c'est une personne, on ne sait pas où elle est. C'est marqué personne disparue. Donc bon, à un moment... Donc il vous est proposé une admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour un montant de 1 705,49 €. Donc vous avez la liste dans vos dossiers de l'ensemble des créances avec des montants qui sont inférieurs au seuil de poursuite. Donc après plusieurs recours auprès des personnes, la plupart du temps en fait les personnes ont déménagé et ne sont pas joignables. Donc ce sont des montants relativement faibles, sauf pour une créance, comme M. le maire vient de le dire, d'un montant de 1 256,57 € sur un dossier très particulier. Et donc il vous est proposé d'admettre en non-valeur en fait l'ensemble de ces créances pour un montant total de 1 705,49 €. En fait, c'est quoi ça correspond à quel genre de facture? Alors, ce sont quasiment que des créances du périscolaire. Sauf la dernière, qui correspond en fait à un sinistre. Et la personne n'est plus du tout en mesure de rembourser. C'est celui qui avait démoli le chalet de Silingy sur le rond-point. Donc c'est que des activités périscolaires en fait. Les 1 256 €, c'est le prix du chalet, c'est ça? Ah, putain. Et l'autre, et le reste, c'est le périscolaire. Voilà. Mais en fait, on ne sait pas où il est. Celui-là qui a cassé le chalet. On ne trouve pas sa trace. Puis bon, à un moment, c'est pareil. Enfin, oui, vas-y, Merde. Elle date de quand, à peu près? Pardon. Okay. Ah oui, les dates, d'accord. Et il n'y a pas eu moyen de récupérer? C'est quand même des petites sommes. Comment? Ce sont des petites sommes.
Bah justement, c'est bien ça le problème, c'est que comme c'est des petites... Mais non, mais justement, comme c'est tout à fait ça, c'est parce que c'est des petites sommes. Si tu engages justement une procédure derrière, ça va coûter plus cher que la petite somme. Et c'est ça tout le fond du problème. Dommage quand même. Hein. Ah ben c'est sûr, dans un monde idéal, c'est sûr qu'il ne faut pas en avoir. Et le monde est ainsi fait. Ouais. Attends, ça date de 2016. Voilà. Après, quelles que soient les collectivités... Oui. Mais les personnes sont toujours présentes sur Saint-Termine quand même? Ah non. 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 Bah oui. Non, parce que sinon, effectivement, on pourrait retrouver ces sommes-là. En tout cas, on ne vous proposerait pas de les mettre en non-valeur si on savait qu'on avait la possibilité de récupérer ces sommes. Pour information, en fait, il y a un montant qui est fixé au niveau de la trésorerie. C'est le trésorier qui est chargé de recouvrer les créances. Et en dessous de ce montant, qui je crois doit être de 30 €, en fait, le trésorier n'est pas tenu de rechercher en fait les créances. Nous, effectivement, on peut le faire. Mais évidemment, quand les personnes ne sont plus sur place dans la commune, ont déménagé, c'est très, très compliqué quand vous voyez qu'il y a beaucoup de 60 centimes dans les créances qui correspondent en fait à une demi-heure de périscolaire. C'est voilà. Le coût de recouvrement serait beaucoup plus élevé que le montant de la créance. Oui, et puis je pense pour le périscolaire, là, je ne sais pas comment c'était à ce moment-là, mais je crois qu'on est facturé, enfin les parents, en tout cas qui l'utilisent, qu'un certain montant, au-dessus de 15 €, je crois. Oui, tout Donc à fait. effectivement, si ça dure sur une année et qu'on déménage entre-temps, on n'y pense même pas en fait, on n'est pas sollicité. Donc il y a peut-être, moi je sais pas. Les moyens de paiement aussi changent, puisque désormais on peut avoir du prélèvement automatique, des choses comme ça. Il y a maintenant le forfait qui n'existait pas. Sur les créances, vous avez des créances de 2016, 2017, 2018. Il n'y avait pas de forfait à l'époque. Et c'est vrai que justement, l'existence du forfait permet d'avoir des sommes plus importantes et de pouvoir engager des procédures de recouvrement plus facilement. Sur les petits montants, effectivement, c'est pas possible. Ouais, mais si vous dites qu'on peut faire des procédures qu'à partir de 30 €, ça peut durer hyper longtemps parce que le périscolaire c'est pas très cher et c'est très bien. Mais du coup, 15 €, avant de les avoir consommés, il peut se passer des mois et des mois. On a le temps de déménager. Avant d'arriver à 30 €, ça peut durer plus d'une année en fait. C'est assez anecdotique les montants que vous avez là, parce que quand on sait que la commune de Saint-Termine perçoit à peu près entre 20 et 25 000 € de recettes de périscolaire par an, vous voyez bien que les montants qui vous sont présentés ici, qui correspondent en fait à un peu moins de 400 € sur 5 ans, c'est quand même très faible. Faut mettre ça en perspective aussi. Ça veut bien dire que ça c'est des oublis, c'est pas des gens qui veulent pas payer en fait. Ça, 60 centimes. Oui. C'est juste. Enfin, je pense qu'ils ont dû avoir des rappels. Après, je pense qu'il faut qu'on ait des temps. Enfin, on peut en parler, mais il faut que ça soit proportionné par rapport au montant dont on parle. Là, Ouais, c'est clair. là on est sur des montants quand même. Ouais. Voilà. Et par rapport au chalet de Silingy qui a été détruit, il n'y a pas des caméras sur son toit? Non? Tiens, c'est con. Tu veux qu'on en mette une? Non, pas du tout. Tu veux qu'on le marque dans le procès verbal? Comme il y a des caméras, c'est dommage que ça se soit passé là. Non, on n'a pas de caméra. Autrement, on peut le noter. Non. Je peux répondre à ta question. Pas pour. Mais en 2018, il n'y avait pas de caméra de toute façon. Il n'y en avait nulle part sur la commune. Ça date même de 2016, le sinistre. Ouais. Oui. T'imagines un petit chalet avec une petite caméra, ça fait pas très accueillant. C'est juste pour faire cette petite remarque. Oui, non, Je mais... ne suis pas pour les caméras.
Non, non, mais je sais, c'est pour ça. Ah, et quelqu'un veut parler? Non. Au rond-point de la Cavac, la caméra elle est prévue au mois de janvier, c'est ça? Il me semblait qu'il avait été question d'une caméra à cet endroit-là, mais comme je ne savais pas la date, voilà. Bon, en tout cas, elle arrive un peu tard, c'est cool. Est-ce qu'il y a des oppositions par rapport à ce non-recouvrement là? Des abstentions? Je vous remercie. Plan de relance de l'État, possibilité de recours au contrat aidé. Donc on a déjà une personne, un contrat aidé, au niveau des services techniques. Et là l'idée c'est d'avoir une deuxième personne que l'on connaît, qui a déjà fait des stages en fait à la commune de Saint-Hermine, qui a une formation de horticole en fait. Et qui sera intéressé pour faire un contrat aidé. Donc c'est un jeune. C'est quelqu'un qui a été en stage chez nous et qui nous a donné satisfaction. Donc c'est vrai, il est très jeune, il a 19 ans, mais là l'idée c'est que finalement lui, ça l'intéresse, nous ça nous intéresse. Donc l'idée c'est d'ouvrir de créer un poste d'agent polyvalent au sein des services techniques 35 heures par semaine, dans le cadre d'un parcours emploi compétences, un PEC. On dit plus souvent PEC d'ailleurs, à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 9 mois avec possibilité de renouveler dans la limite de 24 mois et nous autoriser à signer la convention d'accueil de ce PEC. Voilà. En sachant que le contrat que l'on a actuellement, là on est en train de voir avec les responsables, les responsables opérationnels des services techniques pour voir si on prolonge ou pas. Voilà. Donc l'idée c'est de fonctionner avec, dans l'idéal, on fonctionne dans le monde idéal, voilà, c'est d'avoir 2 contrats PEC. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Enfin, peut-être y a-t-il des questions d'abord, excusez-moi. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et on arrive au dernier point, compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations qui me sont accordées. Donc, arrêté du 8 novembre 2021 concernant l'affermissement de la tranche conditionnelle du lot 1 VRD travaux de viabilité lotissement du Fief du Mani, donc à l'entreprise Eiffage Route Sud-Ouest. Pour rappel, ce marché total tranche ferme, tranche conditionnelle et avenant s'élève à 321 752,50 € hors taxe. Le montant de la tranche conditionnelle étant inférieur à 209 000 €, en fait, on entre bien dans les prérogatives de Monsieur le maire qui ont été déléguées par délibération du mois de juillet 2020. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions diverses? L'ordre du jour est écoulé. Je vous souhaite à toutes et tous donc une bonne soirée. On a commencé à 19h02, on finit à 20h02.